Montréal est une ville extraordinaire. C'est certainement une des plus belles villes au monde. Mais un de ses grands titres de gloire, c'est d'avoir été fondée à la demande du ciel, à la suite d'un message, d'une vision, qui a été fait à M. Jérôme Leroyer de la Dauversière. Je ne connais pas d'autres exemples dans l'histoire d'une ville qui a été demandée, dont la fondation a été demandée par Jésus-Christ. Si vous en connaissez une, faites-le moi savoir. Jusqu'à présent, je n'en ai pas trouvé. Et je pense que ça montre bien le destin providentiel extraordinaire de Montréal et de la nation canadienne-française. Il y a plusieurs faits providentiels et même miraculeux qui marquent cette histoire, mais je pense que le principal fait, c'est la convergence de 5 personnalités remarquables. On parle de Jérôme Leroyer de la Dauversière, de M. Jean-Jacques Ollier, fondateur des Sulpiciens, de Paul Chaumédé de Maisonneuve, le fondateur de Montréal, Jeanne Mance qui a fondé l'Hôtel-Dieu de Montréal et Marguerite Bourgeois qui a fondé la première école de Montréal et ensuite la première communauté religieuse canadienne, la Congrégation Notre-Dame de Montréal. Oui, c'est ça, la Congrégation Notre-Dame de Montréal qui s'est illustrée pendant plus de 2 siècles. Il faut se rappeler que la Fondation de Montréal s'inscrit dans un mouvement de spiritualité en France qu'on appelle l'École de spiritualité française du XVIIe siècle. Ça correspond à peu près au règne de Louis XIII. On parle des années 1630. La France a eu beaucoup de difficultés sur le plan religieux à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle à cause des guerres de religion entre catholiques et protestants, de telle sorte que les décisions du Concile de Trente qui avait réformé l'Église catholique en réponse aux défis des protestants, ils ont été assez longues. Ça a pris presque un demi-siècle avant qu'on commence à les mettre en œuvre en France, mais quand on le fait à plein. Et le XVIIe siècle, c'est le grand siècle du catholicisme français. Si vous regardez le nombre de Français qui ont été canonisés, béatifiés, déclarés vénérables au fil des siècles, et si vous faites le décompte, vous allez voir que c'est le XVIIe qui en a le plus produit. Après, c'est le XIXe. Alors, XVIIe, la France qui réagit au protestantisme. XIXe, la France qui réagit au libéralisme de la Révolution française. C'est pas le siècle de Saint-Louis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui est le grand siècle du catholicisme français. C'est le siècle qui suit une grande offensive des hérétiques. Alors, on peut penser, peut-être, on peut espérer qu'il y aura bientôt un grand siècle pour le catholicisme en France ou au Canada français en réaction à la grande crise moderniste. Je vais vous présenter les 5 principaux personnages qui sont à l'origine de Ville-Marie. Alors, le premier, c'est Jérôme Leroyer de la Dauversière. Il est né en 1597. Il est mort en 1659. Il était de La Flèche dans la province d'Anjou et c'était un receveur de taille, c'est-à-dire un percepteur d'impôts. Il était assez riche, pas immensément riche, mais quand même assez riche, comme tous les receveurs, comme tous les percepteurs d'impôts de ce temps-là. Mais c'était un percepteur d'impôts honnête et un saint homme. C'est sûrement très, très rare. Mais lui, il faut savoir comment ça marchait dans ce temps-là. Le roi donnait la tâche à un individu. La tâche était héréditaire, hein? Il l'avait reçue de son père. Et le roi dit, tu me donnes tant d'argent par année, tu te débrouilles pour l'avoir. Et si t'es pas capable d'aller l'apercevoir, tu le sors de tes poches. Lui, au lieu de saigner les pauvres, comme faisaient bien d'autres percepteurs d'impôts, il sortait l'argent de ses poches pour combler les vides. Alors, il est mort, il est né riche, mais il est mort pauvre. Il est mort endetté à cause de l'argent qu'il a dépensé pour Ville-Marie, mais aussi pour toutes sortes d'autres œuvres, notamment l'hôpital général de La Flèche. C'est un homme qui avait 5 enfants, dont 4 sont rentrés dans les ordres. Il avait étudié au Collège royal des Jésuites, peut-être avec le célèbre René Descartes, qui a étudié dans les mêmes années. Donc, qui a peut-être été un confrère de classe de Jérôme Il était un tertiaire franciscain. Il appartenait à la congrégation de la Sainte
vierge. Sa vie de famille était finalement une espèce de monastère, comme devrait l'être toute bonne famille chrétienne. Le 2 février 1630, il a eu une vision, pas une vision, mais plutôt un message intérieur, alors qu'il lui demandait de fonder à La Flèche une communauté de religieuses hospitalières consacrée à Saint-Joseph. À Saint-Joseph, qui va être plus tard déclaré le patron du Canada, mais 6 ans plus tard. Voyez comment la Providence jette les pièces du puzzle qui va conduire à la fondation de Ville-Marie. Jésus-Christ ne lui demande pas d'abord de fonder une ville, une colonie. Et il lui demande de fonder une communauté religieuse dans son patelin, à La Flèche. Jérôme Leroyer de la Dauversière a toujours été guidé par la Providence, mais il savait pas d'avance là où c'était pour l'amener. Alors, le bon Dieu procède habituellement comme ça. Alors, son directeur spirituel, très sage, lui a dit, occupe-toi pas de ça. Mais ça l'a resté. Au bout de plusieurs années, son directeur spirituel lui a dit, là, ça dépasse mes compétences. Va voir les jésuites. Très sage, son directeur spirituel. Hein? Il y a beaucoup de prêtres qui aiment beaucoup ça, diriger des visionnaires, des voyants, tout ça. Lui, ça lui faisait peur et il aimait mieux confier ça à des gens un peu plus compétents. Et effectivement, le jésuite, on ne sait pas c'est qui le jésuite, mais le jésuite qui l'a consulté lui a dit, c'est bel et bien un message qui vient de Dieu. Ça respecte les 13 critères requis pour qu'on puisse authentifier un message qui vient du ciel. Et la Providence est venue un peu confirmer parce qu'il s'est retrouvé en charge du vieil hôpital de La Flèche qui était complètement tombé en ruine depuis le Moyen Âge. Et il va décider de fonder une communauté de religieuses hospitalières consacrées à Saint-Joseph avec l'aide de Marie de la Fère. C'est ça, Marie de la Fère, F-E-R-R-E. Alors, qui vont fonder cette communauté-là en 1636. Mais à peu près en même temps, il y a une deuxième vision intérieure. On ne sait pas si c'est en 1135 ou 36, là, c'était pas clair dans un texte de Jean-Jacques Ollier, mais c'est à peu près à ce moment-là. Et là, le ciel lui demande de fonder un hôpital à Montréal et un hôpital confié aux hospitalières de Saint-Joseph. Alors là, ça pose un problème. Je m'excuse. On lui demande de fonder un hôpital sur l'île de Montréal, confié aux hospitalières de Saint-Joseph. Alors là, ça pose un problème. Parce qu'en France, il y a 7 villes qui s'appellent Montréal. Et aucune d'elles n'est une île. Et toutes ces villes-là avaient toutes des hôpitaux. Alors, Jérôme Leroyer se demandait de quoi il s'agissait. Jusqu'à temps qu'il rencontre le père jésuite Charles Lallemand, qui était le supérieur des jésuites au Canada, mais qui était à ce moment-là en France, et qui lui fait connaître le Canada, et c'est là qu'il a compris que l'île de Montréal, c'est en fait une île au Canada, ce n'est pas en France. Et en allant rencontrer le père Lallemand, il rencontre de manière fortuite, tout à fait par hasard, Jean-Jacques Ollier, l'abbé Jean-Jacques Ollier, qui va fonder les prêtres de Saint-Sulpice. Et les deux se sont rencontrés et immédiatement, il y a eu une communication d'âme qui nous rappelle la rencontre entre Saint-Dominique et Saint-François d'Assise au Moyen Âge. Alors les deux, ils ne s'étaient pas parlé, c'est comme s'ils s'étaient toujours connus, et les deux savaient qu'il y avait ce projet de fonder un hôpital à Montréal. Mais pour avoir un hôpital, il faut d'abord avoir une colonie, bien sûr. Donc les deux projets étaient liés. Alors, Jean-Jacques Ollier, Jérôme Leroyer de la Dauversière et un homme beaucoup plus riche que Jérôme Leroyer de la Dauversière, le baron de Fancan, décident de fonder la Société Notre-Dame de Montréal pour acheter la seigneurie de Montréal qui appartenait à ce moment-là à Monsieur de Lauzon, qui avait jamais développé la colonie, et donc de toute façon, pas la colonie, mais sa seigneurie, donc il était destiné à la perdre. Alors finalement, il décide de la vendre à la Société Notre-Dame de Montréal. Mais quand on regarde les membres de la Société Notre-Dame de Montréal, ils sont presque tous liés à la Compagnie du Saint-Sacrement. Il faut
savoir ce qu'est la Compagnie du Saint-Sacrement à ce moment-là en France. C'était une espèce de société secrète, ou du moins discrète, composée de laïcs qui voulaient faire des œuvres de charité, mais qui voulaient aussi avoir une influence politique à la cour. Parce que la cour du roi de France était divisée en deux clans, si on veut, deux partis. Il y avait ce qu'on appelait le parti des dévots, alors qui voulait mettre le Christ roi au-dessus de toute la politique intérieure et extérieure française. Et il y avait le parti qu'on appelait des politiques. Hein, le parti des politiques, c'était des gens plus réalistes, de la Realpolitik, hein, comme on dit en allemand. Le cardinal de Richelieu, par exemple, était quelqu'un du parti des politiques. Saint-Vincent de Paul, lui, était du parti des dévots, parce que Saint-Vincent de Paul, les gens savent peut-être pas ça, mais il était ministre dans le gouvernement de Louis XIII. Alors, il y avait ces deux tendances-là, et la Compagnie du Saint-Sacrement visait à avoir une influence politique en faveur du parti des dévots. C'était aussi une œuvre de charité. Ils ont fondé l'Hôpital général de Paris. Ils ont fondé la Société des missions étrangères qui vont envoyer des missionnaires un peu partout dans le monde, notamment en Asie. Alors, cette société du cette compagnie, je m'excuse parce que je confonds tout le temps la Société Notre-Dame de Montréal et Compagnie du Saint-Sacrement. La Compagnie du Saint-Sacrement avait ses ennemis. Et parmi les ennemis, il y avait le fameux Molière. Alors, vous connaissez sûrement la pièce de Molière, le Tartuffe, hein, qui est considérée comme une pièce anticléricale. Bon, peut-être pas tant que ça, mais en tout cas, à l'époque, l'archevêque de Paris l'avait interdit. Mais quoi qu'il en soit, bien des historiens pensent que ce qu'il visait, Molière, c'était la Compagnie du Saint-Sacrement dans sa pièce Le Tartuffe. Alors donc, ces gens-là achètent la seigneurie de Montréal. Jean-Jacques Ollier, c'est le deuxième personnage important. Alors lui, c'était le fils d'un conseiller du Parlement de Paris, donc il venait du milieu juridique. Il était très savant, il avait soutenu sa thèse en hébreu à l'université de la Sorbonne. Alors faut le faire, ça, soutenir une thèse de doctorat en philosophie en hébreu. Mais c'était dans sa jeunesse un abbé assez mondain. Et à un moment donné, il se fait molester par une dame qui était très célèbre à Paris à cette époque-là. C'était une voyante du nom de Marie Rousseau. Et en 1629, elle dit à Jean-Jacques Ollier qu'elle va prier pour sa conversion. Il était déjà prêtre. C'est pas parce qu'on est prêtre qu'on est converti, là. Ça peut être autre chose. Alors, mais ça a marché dans son cas. Il est devenu beaucoup plus austère, et il faut dire aussi que le bon Dieu l'a aidé un petit peu. Des fois, il faut aider les conversions. Il est devenu aveugle. Et il a été guéri miraculeusement à la maison de Lorette en Italie, la maison de la Sainte Vierge. Alors, un peu comme Saint Paul, hein, qui est devenu aveugle et qui vraiment, il se convertit après, il sort, il voit la lumière physique et spirituelle. Ben, ça a été un peu le même cheminement pour Jean-Jacques Ollier. Et là, on va lui confier une paroisse à Paris, la paroisse Saint-Sulpice, qui va devenir une paroisse modèle. Et l'archevêque de Paris va lui demander à un moment donné de former les autres prêtres. Et de fil en aiguille, il va finir par fonder une communauté, la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, dont la mission essentielle a toujours été de former des prêtres. Hein, c'est eux qui tenaient et qui tiennent encore le Grand Séminaire de Montréal, par exemple. Et la spiritualité de Jean-Jacques Ollier était une spiritualité axée sur l'Eucharistie et le sacerdoce. C'était de sanctifier le monde par la sanctification des prêtres. Une recette encore très utile pour notre époque. Il avait donc fondé des séminaires, il en avait fondé 4 en France, et le 5e qu'il va fonder, ça va être à Montréal en 1657. Jeanne Mance lui doit un miracle à Jean-Jacques Ollier. Jeanne Mance a eu un bras cassé à un moment donné, ça a été mal soigné, mal guéri, et elle était paralysée du bras et presque de tout le côté droit. Elle était retournée en France pour aller consulter des médecins qui lui ont dit qu'il n'y avait strictement rien à faire. Elle est allée apposer son bras sur le reliquaire qui contenait le cœur de Jean-Jacques Ollier,
qui était mort déjà depuis quelques années, et elle a été immédiatement guérie. Ça a fait beaucoup de bruit à Paris, dans la haute société, parce que Jeanne Mance était très connue dans la haute société. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Donc, c'est un miracle qu'on attribue à Jean-Jacques Ollier. Jean-Jacques Ollier avait de l'argent et il en a dépensé lui-même beaucoup pour soutenir la Société Notre-Dame de Montréal. Puis quand Monsieur de la Dauversière va tomber malade et qui était plus capable d'assumer le leadership, c'est Jean-Jacques Ollier qui va assumer le leadership des Associés de Montréal. Paul Chaumédé de Maisonneuve, lui, c'est lui qui va venir à Montréal. Monsieur de la Dauversière aurait aimé venir, mais bon, pour toutes sortes de raisons, il pouvait pas. Et puis, il était sans doute plus utile en restant en France et en soutenant financièrement la colonie plutôt que de venir ici. Alors, et ça prenait un militaire pour fonder Montréal, et c'était le cas de Maisonneuve. Maisonneuve, lui, était de la noblesse. Il avait commencé sa carrière militaire dès l'âge de 13 ans. Il s'était battu notamment dans la guerre de Hollande. Et son but, c'était de servir Dieu dans son métier de soldat. Il avait réussi à garder sa pureté dans les camps militaires, ce qui n'est pas nécessairement facile, et pendant que les autres soldats s'amusaient à boire, à jouer aux cartes ou à d'autres choses, ben lui, il se concentrait sur la prière, l'étude et le luth. Alors, il jouait du luth. Ça a été notre premier musicien en Nouvelle-France. Ça a été Monsieur de Maisonneuve. Lui, il a entendu parler du Canada par les relations des Jésuites. Les fameuses lettres que les Jésuites écrivaient à chaque année pour raconter leur œuvre missionnaire. Quand il a lu ça, il a voulu s'engager pour le Canada. Il est allé voir le père Charles Lallemand à Paris. Et c'est Charles Lallemand, le jésuite, qui l'a recommandé à Monsieur de la Dauversière. Il dit, là, j'ai trouvé quelqu'un qui serait capable de commander cette mission-là. Il avait à ce moment-là seulement 27 ans, à Maisonneuve, il était jeune. Il avait le courage, la prudence d'un vrai chef. À un moment donné, il commençait à être critiqué par ses hommes à Ville-Marie parce que les Iroquois rôdaient autour de Ville-Marie, puis lui, par prudence, il voulait qu'on reste à l'intérieur des fortifications. Alors, ces hommes disaient, non, il faut qu'on fasse une sortie, il faut qu'on aille faire la chasse aux Iroquois. Alors, à un moment donné, il est obligé de céder. Ils ont fait une sortie, ça s'est très mal terminé. Plusieurs Français y ont laissé leur peau. Mais Maisonneuve, seul, a réussi à couvrir la retraite de ses hommes. Mais il est entouré d'Indiens. Et là, le chef des Iroquois voulait aller le capturer personnellement. Hein. On est dans une guerre à ce moment-là qui nous rappelle un peu les guerres du Moyen-Âge. Il y a encore des combats singuliers et tout ça. Alors, le chef des Iroquois voulait aller capturer, pas tuer, capturer le chef des Français pour pouvoir après le torturer et l'offrir aux dieux païens. Hein. Le but des Iroquois, c'était beaucoup plus de faire des prisonniers pour les mettre au poteau de torture que de les tuer directement. Alors, mais bon, il se retrouvait avec une balle entre les deux yeux. Maisonneuve a impressionné ces hommes. Ils l'ont plus jamais critiqué après ça. Ils n'ont jamais pu oser dire que il manquait de courage. Il n'avait aucune ambition personnelle. Sœur Marie Morin, une religieuse hospitalière qui a raconté l'histoire des origines de Montréal, nous disait qu'il se préoccupait autant d'argent que de fumier. Il ne participait pas au commerce de fourrure. Il laissait les autres le faire, parce qu'il savait bien que c'était le commerce des fourrures qui pouvait faire vivre la colonie, mais lui-même, qui aurait très bien pu s'enrichir. La plupart des gouverneurs de Montréal qui vont lui succéder vont s'enrichir dans le commerce des fourrures. Lui, il touchait pas du tout à ça. D'ailleurs, il est mort pauvre, endetté, et il est presque complètement oublié à Paris. À un moment donné, on lui a même offert le poste de gouverneur de la Nouvelle-France. Il l'a refusé parce qu'il voulait se concentrer exclusivement sur Ville-Marie, parce que c'était le message du ciel, c'était centré sur Ville-Marie. Alors, il a suggéré son ami Louis Daibou pour être gouverneur de la Nouvelle-France. Il l'a été, il a été un bon gouverneur de la Nouvelle-France. Mais en 1665, M. de Maisonneuve a été très injustement renvoyé en France. Je vous expliquerai les raisons un peu plus tard.
Jeanne Mance. Quand on regarde le profil de Jeanne Mance et son rôle dans notre histoire, on a l'impression, au fond, qu'elle est quasiment plus importante que Maisonneuve. Et quand M. de la Dauversière l'avait rencontrée, alors elle, il faut dire qu'elle était née en Champagne, à Langres. D'ailleurs, il y en a 3 qui viennent de Champagne. Maisonneuve, Jeanne Mance et Marguerite Bourgeois, toutes les 3 venaient de Champagne. Donc cette province-là a fait beaucoup pour le Canada. Alors elle, Jeanne Mance, était la fille d'un homme de loi assez aisé. Alors elle a connu le Canada par un de ses cousins, dont le frère avait été missionnaire au Canada, et elle va à Paris pour se consacrer à cette cause-là. Elle rencontre beaucoup de gens à Paris, et même la reine. Alors ça, c'est assez intéressant qu'elle ait eu autant de contacts. C'est probablement par le fameux réseau de la Compagnie du Saint-Sacrement qu'elle a pu avoir ses portes ouvertes. Et son directeur spirituel, le jésuite, le père Rapine, lui a présenté Madame de Bullion. Madame de Bullion était la veuve du surintendant des finances du Royaume de France. Aujourd'hui, on dirait le ministre des Finances. C'était un homme extrêmement riche qui avait des revenus de 700 000 livres par année. Pour tenir une colonie comme Montréal, ça prenait 20 000 livres par année. Lui, il avait 700 000 livres. Et son épouse, sa veuve, Madame de Bullion, était très pieuse et tout ce qu'elle voulait faire, c'était de faire des œuvres de charité avec la fortune qu'elle avait héritée de son mari. Et elle va protéger Jeanne Mance, et elle va soutenir financièrement, en très, très grande partie, la fondation de Ville-Marie. Alors, ce que Jeanne Mance voulait faire, c'était de fonder un hôpital ici. Elle pensait aller à Québec, mais la Providence a fait en sorte qu'elle va se diriger vers Montréal. Vous voyez, quand je parle de fait providentiel, ça, c'est un bel exemple. Elle était supposée s'embarquer à partir de Dieppe pour venir au Canada. Mais là, elle a entendu dire qu'il y avait un autre bateau qui partait de La Rochelle sur lequel il y avait un prêtre. Donc, elle préférait partir de La Rochelle pour pouvoir avoir la messe pendant la traversée. Ça pouvait être long, la traversée, pouvait durer 2-3 mois. Alors, donc, c'est pour ça qu'elle est allée à La Rochelle et c'est là qu'elle a rencontré Monsieur de la Dauversière, tout à fait par hasard, s'en allait prier dans une église. Et il est arrivé le même phénomène qu'avec Jean-Jacques Ollier quand elle a rencontré Jérôme Leroyer de la Dauversière. Les 2 âmes ont communiqué, ils se sont connus comme s'ils se connaissaient depuis l'enfance, et tout de suite, elle savait qu'il y avait un projet de fondation de colonie à Montréal. Ils se sont presque pas parlé. Et c'est comme ça qu'elle a fini à Montréal plutôt qu'à Québec. Marguerite Bourgeois, maintenant. Alors, Marguerite Bourgeois va arriver un petit peu plus tard que les autres. Montréal a été fondé en 1642. Marguerite Bourgeois arrive en 1653. Alors, elle, c'était une jeune fille de Troyes, en Champagne. Quand elle était jeune, elle était plutôt mondaine. Elle avait peur de passer pour bigote. Mais elle a eu une conversion assez radicale lors d'une procession du Saint-Sacrement. Elle avait 20 ans et elle a vu la Sainte Vierge. Elle a eu une vision de la Sainte Vierge. Et ensuite, elle a cherché sa vocation un peu. Elle a fait un essai chez les Carmélites. Ça n'a pas marché, ils l'ont renvoyé. Elle a fait un essai chez les Clarisses. Ça n'a pas marché, ils l'ont renvoyé. Alors, ce qui prouve que les saints peuvent parfois avoir des difficultés à rentrer en religion, mais ça, c'est parce que le bon Dieu leur réserve autre chose. Finalement, elle va fonder une communauté religieuse. Alors, ce qui était devenu à ce moment-là, c'était une tertiaire enseignante reliée à la congrégation de Notre-Dame à Troyes, en Champagne. Mais il se trouve que la supérieure de cette communauté-là, c'était la sœur de Maisonneuve. Alors, c'est comme ça qu'elle a pu connaître Monsieur de Maisonneuve. Et Maisonneuve voulait avoir une enseignante. Bon, avec Jeanne Mance, il y avait déjà une infirmière. Ben là, ça prend une école aussi. Il faut avoir une enseignante. C'est drôle parce qu'il a cherché à avoir une enseignante avant d'avoir des enfants. Il n'y avait aucun enfant inscrit
à instruire à Ville-Marie. C'était quasiment tous des hommes, tous célibataires, tous des soldats qui risquaient de perdre leur vie du jour au lendemain. Et quand les enfants, avec le peu de couple qu'il y avait, quand ils venaient au monde, ils mouraient quasiment tous en bas âge parce que les Français n'étaient pas adaptés à l'univers microbien du Canada. Donc, le taux de mortalité infantile dans les premières années de Ville-Marie, il était de 100%. Bon, c'est un peu plus tard qu'il va commencer à y avoir les premiers enfants à instruire. Elle ouvre donc son école en 1658, mais quand elle arrive en 1653, ben non, il n'y en a pas. Fait qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a travaillé avec Jeanne Mance à l'hôpital en attendant qu'il y ait des enfants. Ce qui est intéressant avec Marguerite Bourgeoys, c'est que c'est une grande mystique, mais en même temps, elle est très réaliste et elle est très innovatrice. Alors, réaliste, bien sûr, parce que pour fonder une colonie dans un pays neuf, faut pas pelleter des nuages, c'est assez évident. Mais innovatrice, pourquoi? Ben, c'est parce qu'elle s'inspirait d'une pédagogie nouvelle à l'époque qui venait de Saint-Pierre Fournier. Et les méthodes pédagogiques que Saint-Pierre Fournier recommandait nous apparaissent évidentes aujourd'hui, mais ça n'existait pas jusqu'à ce moment-là. Regrouper les élèves par catégorie d'âge dans des classes. Enseigner à tout le monde la même chose à partir d'un manuel. Utiliser un tableau noir. Hein? C'est au XVIIe siècle que ça a été inventé, ça. Très peu de punitions corporelles. Alors ça aussi, c'était pas mal révolutionnaire dans la mentalité de cette époque. Mais il faut savoir que dans l'Antiquité, le taux d'alphabétisation était peut-être de 1%. Il y avait que les enfants de familles très riches qui apprenaient à lire et à écrire, et c'était, on faisait venir des précepteurs à la maison, ou on envoyait l'enfant à la maison du précepteur, mais des écoles, ça n'existait pas. Hein. Quand on dit que Charlemagne a inventé l'école, c'est vrai, en fait, c'est pas Charlemagne, c'est les moines du Moyen-Âge qui ont inventé l'école, mais l'idée de regrouper des enfants dans un même édifice pour leur donner un enseignement uniforme avec plusieurs professeurs, ça vient effectivement du temps de Charlemagne. Dans l'Antiquité, c'était pas comme ça. Grâce aux moines, au Moyen-Âge, ben, le taux d'alphabétisation a monté à 7%. Mais dans les temps modernes, on a réussi à monter ça à 20%. Au moment de la Révolution française, il y avait 20% des Français qui savaient lire et écrire. Donc, il y avait eu un certain progrès. Mais quand vous êtes à 20%, vous n'avez pas nécessairement toujours des élèves très intéressés. Aujourd'hui, on a un taux d'alphabétisation de presque 100%. On a encore des élèves moins intéressés. C'est plus difficile d'instruire les masses que d'instruire des gens d'élite qui, de toute façon, ben, s'ils n'étaient pas intéressés à apprendre, l'enfant, on l'envoyait puis il allait faire autre chose, puis on gardait seulement ceux qui étaient intéressés. Mais au 17e siècle, comme l'Église veut répandre l'instruction parmi le peuple, il faut développer des méthodes pédagogiques nouvelles et Marguerite Bourgeoys était à l'avant-garde de ça. Alors, tous ces gens-là arrivent à Québec en 1641. Il y a 50 hommes et 4 femmes. Ah, ça aussi, c'est assez miraculeux parce que Jeanne Mance voulait pas embarquer sur le bateau parce qu'elle aurait été la seule femme dans le groupe. Et à l'époque, comment je dirais, les femmes et les hommes étaient tellement séparés dans les mœurs, dans la société, que c'est comme si elles avaient été seules. Et tout à fait par hasard, il y a 3 autres femmes qui se sont présentées juste avant l'embarquement. Puis là, elle a dit, j'embarque. Alors encore voilà un autre exemple de fait providentiel. Alors, il arrive à Québec. L'œuvre avait été consacrée à la Sainte Vierge à Paris, à Notre-Dame de Paris, par les membres de la Société Notre-Dame de Montréal. C'est pour ça que ça a été appelé Ville-Marie. Mais à l'époque, on parlait pas tant que ça de Ville-Marie. Hein. Dans le fond, le nom de Montréal est toujours resté assez prédominant. On voit Ville-Marie dans les textes, mais Montréal vient quand même plus souvent. On dirait que c'est l'histoire qui a retenu plus le nom de Ville-Marie qu'à l'époque. Parce que ça avait déjà été baptisé comme ça, Montréal, par Jacques Cartier en 1535, quand il était arrivé. Mais en fait, quoi qu'il en soit, l'œuvre était quand même consacrée à la Sainte Vierge. Quand les gens de Québec voient ça, ils ont parlé de la folle entreprise de Montréal.
Ils avaient bien raison, à cause de la menace des Iroquois. Il faut savoir que Montréal, même si c'était pas peuplé par des Iroquois, les Iroquois, qui étaient plutôt dans l'État de New York, là, au sud du lac Champlain, considéraient que ça faisait partie de leur territoire et ils s'installaient là l'été et c'était très, très risqué. Il y avait une colonie à Québec d'à peu près 150 personnes. Il y a 50 autres Français qui arrivent puis ils s'en vont à 300 kilomètres. Du point de vue de la défense, c'était pas très, très brillant. Alors, le gouverneur de Québec, M. de Montmagny, a dit à Maisonneuve, installez-vous plutôt à l'île d'Orléans, comme ça on a 2 colonies proches qui vont pouvoir se soutenir en cas d'attaque. C'était très raisonnable. Mais vous savez, les voies de Dieu sont impénétrables. Hein? C'est à Montréal que le message du ciel avait demandé de fonder un hôpital, pas à l'île d'Orléans. Maisonneuve n'a rien voulu savoir et il a décidé d'aller à Montréal. C'est là qu'il a dit sa fameuse phrase. À Montmagny, il a dit « Tous les arbres de l'île de Montréal dussent-ils se changer en Iroquois, il est de mon honneur et de mon devoir d'y établir une colonie. » Mon honneur et mon devoir. Il faisait passer l'honneur avant même le devoir. Ça, c'est l'esprit d'Ancien Régime. Mais un coup que Montmagny a vu ça, il a aidé Maisonneuve à fonder Montréal. Il est allé lui-même aller reconnaître le terrain, tout ça. Mais c'est au printemps suivant qu'on s'est installé, en 1642, parce que, bon, là, l'hiver s'en venait. Au début, il n'y a pas trop de problèmes parce que les Iroquois se sont pas aperçus que les Français s'installaient à Montréal. Ils vont s'en apercevoir seulement l'année suivante, en 1643. Mais quand ils vont s'en apercevoir, là, ça va aller plutôt mal. Pendant ce temps-là, en France, il y avait des gens qui critiquaient le projet, de telle sorte que Jean-Jacques Ollier a été obligé d'écrire un pamphlet pour défendre le projet de fondation de Montréal. Ça s'intitule « Les véritables motifs de messieurs et dames de la Société de Notre-Dame de Montréal pour la conversion des sauvages de la Nouvelle-France ». En fait, la critique qu'on faisait, c'est une critique assez normale, assez habituelle, qu'on fait encore assez facilement aujourd'hui. Pourquoi aller aider les pauvres ou les païens lointains? Pourquoi pas commencer par aider les pauvres puis les païens de chez nous? Hein, charité bien ordonnée commence par soi-même, et ça commence par nos proches. Mais M. Ollier a écrit un très beau traité de théologie morale pour réfuter cette idée courante que charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est pas tout à fait vrai, ça. D'ailleurs, vous savez que au 19e siècle, il y a eu une loge maçonnique qui a pris comme devise « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Alors déjà, ça devrait nous faire tiquer un peu. Alors, avec quel argument Ollier défendait-il le projet? Il commençait par dire que il y a une hiérarchie dans les devoirs de charité. Hein. Il faut pas faire rien que le bien, il faut rechercher le mieux. La charité spirituelle est supérieure à la charité matérielle. Alors donc, il disait, aller aider des Amérindiens à sauver leur âme, c'est plus important que d'aider un Français pauvre ou malade, parce que la charité spirituelle doit passer avant la charité matérielle. Et il n'avait pas de difficulté à démontrer que les Indiens étaient les plus démunis des hommes de la terre, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Et il faisait remarquer que Saint Paul, lui, il n'avait pas attendu que tous les Juifs soient convertis avant de partir en mission. Hein? Il est parti en mission avant que les Juifs soient convertis. Et de toute façon, en France, à l'époque, 1642, les Français sont pas mal tous convertis. Le protestantisme est écrasé, on commence à rechristianiser en profondeur les campagnes, et Jean-Jacques Ollier dit, de toute façon, on a les moyens de faire les deux. Ça ne nuit pas, l'œuvre de Ville-Marie ne nuit pas aux œuvres de charité en France, et il dit que pour soutenir Ville-Marie, ça prend 20 000 livres par année, alors que à Paris, seulement dans la ville de Paris, à chaque année, il y a pour 4 millions de livres qui sont donnés en œuvre de charité. Alors, c'est pas les petits 20 000 livres, puis les 3-4 prêtres qu'on va envoyer en Nouvelle-France qui vont vraiment nuire. Et
Au passage, il réfute un argument qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de moderniste. Hein, parce qu'il y en a déjà à l'époque, vous savez qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil en termes d'idées, qui disaient, ben écoutez, les Indiens n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ, on est mieux de pas trop les déranger avec ça, parce qu'ils peuvent de toute façon se sauver grâce à la loi naturelle. Hein, c'est le refus du missionnariat, finalement, une idée très forte depuis le Concile Vatican II. Ben, elle existait déjà au 17e siècle. Et ce qu'il répondait à ça, c'est que, premièrement, les païens ne suivent jamais la loi naturelle. Et c'est assez évident pour les Indiens d'Amérique qui faisaient des sacrifices humains, qui faisaient du cannibalisme, qui torturaient, qui avaient des familles très, très instables. Bon, ils connaissaient le mariage, mais il y avait autant de divorces que de mariages. Ça ressemble pas mal à notre époque. Dans le fond, quand on regarde les mœurs des Amérindiens, on a bien progressé. Alors, toujours est-il que, non, en réalité, les païens, ils suivent pas la loi naturelle. Donc, ils ont besoin de la loi de Dieu pour être capables de suivre la loi naturelle. Et comme il fait remarquer, ben, si c'était vrai cet argument, ben, jamais l'Église n'aurait envoyé des missionnaires. Et il fait remarquer aussi que c'est des critiques qui viennent de faux dévots qui invoquent le devoir d'État, hein, la priorité du devoir d'État, souvent pour justifier leur paresse spirituelle. Ollier écrit « C'est Dancanine qui déchire les plus louables actions, qui méprisent tout, censurent tout, et qui ne veulent ni faire ni laisser les autres faire. Ces gens-là retiennent la vérité en eux, captives de leur injustice. » À Montréal, vous le savez, il y avait une rigueur morale assez sévère, une rigueur morale avec des gens comme Jeanne Mance et comme Monsieur de Maisonneuve. On ne pouvait pas se permettre d'être trop libertin. Il y en a un qui s'était permis de le faire, il s'agit du sieur de la Barre, qui était pourtant un bon militaire, qui était avec une compagnie d'une vingtaine d'hommes, qui avait fait un bon travail sur le plan militaire, mais qui avait fait une petite faute morale à un moment donné. Il avait engrossé une Indienne. Ça s'est su, il a été renvoyé en France. On ne tolérait pas ça au temps de Monsieur de Maisonneuve. Il imposait des amendes pour ceux qui s'enivraient, des amendes beaucoup plus fortes pour ceux qui vendaient de l'alcool aux Indiens en échange des fourrures. Les relations des Jésuites nous disent même qu'il y a eu le renvoi d'un colon pour un crime qu'on ne saurait nommer. Imaginez ce que vous voulez. La rigueur morale de Ville-Marie était telle qu'elle suscitait l'éloge des austères calvinistes de la Nouvelle-Hollande, hein, parce que c'était des Hollandais qui ont fondé ce qui va devenir plus tard la ville de New York. Et puis, ils étaient pas loin de Montréal, eux autres, à Albany. Les Hollandais appelaient ça Fort-Orange. Alors ça, c'était le poste de traite de fourrure des Hollandais. Alors, c'était des protestants calvinistes très sévères. Alors, pour qu'ils fassent l'éloge de la moralité des papistes de Ville-Marie, il fallait que ce soit assez impressionnant. Parlons maintenant des guerres iroquoises. Pour vous donner une idée du rapport de force qu'il pouvait y avoir pendant les guerres iroquoises, ben, il y avait 100 colons français à Ville-Marie, en comptant tout le monde, là, hommes, femmes et enfants. Bon, comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup de femmes, il n'y a pas beaucoup d'enfants, mais bon, à peu près ça. Les Iroquois pouvaient mettre sur pied jusqu'à 800 guerriers. Donc, en réalité, il était à 800 Iroquois contre à peu près, bon, peut-être, mettons, 75 soldats français. Et on a été capable de les tenir pendant des années comme ça. Alors, faut dire qu'il y a eu des personnages illustres sur le plan militaire. Louis d'Aillebout, alors c'était un ingénieur militaire qui va travailler à la fortification de Ville-Marie aussi de Québec. Il va être gouverneur de la Nouvelle-France de 1648 à 1651. Charles Lemoine, qui était le père du fameux Pierre Lemoine d'Iberville, hein, le grand guerrier des années 1680-1690. Alors, Charles Lemoine est arrivé à Ville-Marie dans les premières années, je pense en 1643 ou 44.
Il était seigneur de Longueuil. Alors, c'est assez spécial parce qu'on nous sommes ici à Longueuil. C'était un interprète. Il connaissait toutes les langues amérindiennes. Il était un expert dans la guérilla. Et aussi, faut-il dire, dans le commerce des fourrures. Lui, s'est enrichi. Pas de manière malhonnête, mais quand même, il s'est enrichi. Lambert Closse. Lambert Closse, lui, c'était le chef militaire, le numéro 2 après Maisonneuve. Puis quand Maisonneuve est retourné en France, à un moment donné, il a passé presque 2 ans en France. C'était Lambert Closse qui était le gouverneur intérimaire. Alors, il avait fondé la milice de la Sainte Vierge. Alors, les combattants de Ville-Marie se voyaient un peu comme les croisés du Moyen-Âge. Hein. On était un peu comme des espèces de moines soldats ou quelque chose comme ça. Alors, il était bien... il a laissé son nom dans l'histoire, surtout à cause de son chien, sa chienne plutôt, qui s'appelait Pilote. Alors ça, on avait ça autrefois dans les manuels d'histoire, la fameuse chienne Pilote. C'est parce que les Iroquois rôdaient autour de Montréal. Hein, tout était boisé, tout ça, et puis les Français osaient à peine sortir pour aller faire leur semaille. Alors donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait venir de France des dogs, hein, des gros chiens, qui flairaient bien les Iroquois. Il paraît qu'ils sentaient fort, les Iroquois d'ailleurs. Et le chien le plus célèbre, c'était cette fameuse chienne Pilote. Mais remarquez que Lambert Closse va finir par être tué par les Iroquois en 1662. On le mettait tout le temps en garde parce qu'il prenait des risques, mais ce qu'il avait répondu à ça, c'est « Écoutez, je suis venu ici pour sacrifier ma vie pour la cause du Christ. Et il dit, si j'avais su que j'étais pas pour mourir au Canada, je serais plutôt allé me battre contre les Turcs. » Alors, donc pour lui, son destin était clair. Alors, ces gens-là ont joué un rôle extraordinaire, mais il y a une chose qu'on oublie parfois de penser. C'est les femmes qui étaient à Ville-Marie. Ils n'étaient pas très nombreuses, mais elles étaient d'aussi bonnes combattantes que les hommes, de véritables Amazones, notamment une qui s'appelait Martine Messier, surnommée Parmanda. Alors, à un moment donné, il y avait 3-4 Iroquois qui lui ont sauté dessus. Elle s'est débattue comme une lionne, à coups de pied, à coups de poing. Ils l'ont frappée à la tête, elle est tombée sans connaissance. Et là, il y a un Iroquois qui a commencé à vouloir la scalper. Et Dollier de Casson nous dit que elle saisit ce cruel Iroquois avec tant de violence par un endroit que la pudeur nous défend de nommer, qu'à peine put-il s'échapper. À un autre moment donné, il y a eu 4 jeunes filles qui avaient été capturées par des Iroquois près de Montmagny ici, des jeunes adolescentes, et Charles Lemoine et Lambert Closse ont vraiment fait un exploit. Ils ont réussi à capturer des chefs Iroquois pour faire un échange de prisonniers. Et par la suite, Charles Lemoine va épouser l'une des captives qu'il avait libérées. Alors, belle histoire de guerre et d'amour de Ville-Marie. Mais quand on tombait entre les mains des Iroquois, inutile de dire que c'était pas drôle. Les tortures étaient épouvantables. Et ce qu'on lit, par exemple, dans le texte de Dollier de Casson, dans son Histoire du Montréal, ou dans les textes des Jésuites, c'est très feutré, très atténué lorsque on nous décrit les tortures. Mais je pense que si on les avait vues, c'était assez abominable. Alors, les Indiens brûlaient leurs prisonniers à petit feu, ils les découpaient puis ils les mangeaient devant eux. Alors, on pouvait découper un bout de la cuisse puis on le mangeait devant celui qu'on était. Alors, et ce genre de supplice pouvait durer des jours et des jours. Bon, vous connaissez sûrement Jean de Brébeuf, alors qui a été torturé de 9h le matin à 4h de l'après-midi. Mais il y en a des fois que ça durait encore plus longtemps. Et même que les Iroquois parfois soignaient le prisonnier pour pouvoir le torturer plus longtemps, 1 semaine ou 2 après. Alors, c'était assez terrible. C'est une des raisons pour lesquelles on avait tendance à se tenir toujours en état de grâce à Ville-Marie, parce qu'on savait jamais quand est-ce qu'on était pour mourir. Hein. Ça aide, ça. C'est pas nécessairement que les gens de Ville-Marie étaient supérieurs à ce qu'on est, nous. Hein. C'est qu'ils vivaient dans des conditions différentes qui favorisaient. Bon,
était peut-être un petit peu supérieur malgré tout, parce que je pense que si j'avais vécu à cette époque-là, moi, je serais resté en France. En fait, quoi qu'il en soit, en 1650-1653, ça a été les pires années des guerres iroquoises, et là, Maisonneuve pensait vraiment plier bagage. Il s'en va en France et il laisse à Lambert Closse la direction, et il dit, si je reviens pas avec entre au moins 100 ou 200 hommes, bons combattants, je reviens pas. Alors, laissez-moi 2 ans, puis plier bagage si je suis pas revenu. Je vais revenir seulement si je peux recruter au moins 100 hommes. Alors, il s'en va à Paris, et c'est là que Jeanne Mance a vraiment sauvé la colonie, parce que il y avait à Paris une somme de 22 000 livres que Madame de Bullion avait mis en réserve pour l'hôpital Notre-Dame, l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Et Jeanne Mance a dit, ben, l'intention de la donatrice, c'est l'hôpital, mais il n'y aura pas d'hôpital s'il n'y a pas de colonie. Alors, elle a offert à Maisonneuve de prendre cette somme-là pour recruter des hommes. Et il l'a fait. Il est allé voir Madame de Bullion et elle a accepté. Elle lui a même donné 20 000 autres livres. Mais ce qui est terrible avec le pauvre Maisonneuve, c'est que quelques années plus tard, il va être poursuivi en justice pour détournement de fonds, pour ne pas avoir respecté l'intention de la donatrice, parce que l'argent devait aller à un hôpital plutôt que à la colonie. Parce que Madame de Bullion, c'était la bienfaitrice inconnue. Elle signait jamais rien. Donc, il pouvait pas prouver qu'elle avait accepté ça. Il a été poursuivi en justice. Il a finalement remporté son procès. Mais celui qui l'avait poursuivi en justice, c'est Monseigneur de Laval. Alors, vous voyez, hein, ces gens-là sont tous des saints, mais malgré tout, ils ont des conflits, puis c'est pas parce qu'on est un saint qu'on fait pas des fois des erreurs. Hein. Alors, n'empêche qu'il a été capable de recruter 150 hommes avec ça. Ça l'a calmé les Iroquois pendant quelques années. Il y a eu une paix temporaire de 1655 à 1757. En 1757, les Sulpiciens vont s'installer à Montréal. Jusqu'alors, ça avait été les Jésuites qui avaient desservi Ville-Marie, comme ils desservaient toute la colonie. Mais les Jésuites se concentraient surtout sur leur œuvre missionnaire auprès des Amérindiens. Et là, Maisonneuve dit que ça nous prendrait un clergé séculier, des curés de paroisse. Alors, c'est là qu'il a demandé à M. Ollier d'envoyer des Sulpiciens. Il va le faire pas longtemps avant de mourir. C'est M. de Quélus qui a été le premier Sulpicien. Il était 4, en fait. M. de Quélus était le supérieur. Il arrive ici en 1657. Et en 1659, là, c'est les religieuses hospitalières de Saint-Joseph de la Flèche qui ouvrent leur communauté à Montréal. Donc, les religieuses hospitalières de Montréal, les religieuses hospitalières de Saint-Joseph de Montréal sont en fait issues de celles de la Flèche. Comme il y en a, celles de la Flèche ont fondé d'autres communautés dans d'autres villes en France. Et ça, c'est Jeanne Mance qui avait demandé ça, parce que Jeanne Mance, c'était une laïque, hein. Elle n'est jamais rentrée en communauté religieuse. Pourquoi? On dit qu'elle avait un très fort caractère, peut-être qu'elle aurait eu de la misère à obéir ou à suivre une règle ou une discipline. Mais elle savait bien que tôt ou tard, ça prendrait des religieuses pour prendre la succession de son œuvre. Mais c'est assez curieux parce que les religieuses hospitalières de Montréal la considèrent comme leur fondatrice alors qu'elle n'a jamais été membre de leur communauté. Une laïque qui est à l'origine d'une communauté religieuse, c'est assez rare qu'on voit ça. Pendant ce temps-là, la guerre reprend et les Iroquois sont sur le point de la gagner. 1657, ils coupent complètement les communications de l'Outaouais. Les fourrures qui arrivaient à Ville-Marie passaient par l'Outaouais. Alors, ils étaient chassés dans le nord de l'Ontario, ou dans la région de la baie James ou de la baie d'Hudson, tout ça. Les Indiens descendaient les rivières, passaient par l'Outaouais, puis allaient vendre ça à Montréal. Mais là, les Iroquois, eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils bloquaient ça, et ils forçaient les Indiens qui étaient alliés aux Français à leur vendre les fourrures, et ensuite, ils allaient les vendre aux Hollandais à Albany. Ils ont fait ça pendant 3 ans, 57, 58, 59.
Et ça a failli faire mourir Montréal pour des raisons économiques. 1660, ça a été l'exploit de Dollard des Ormeaux. Le but de Dollard des Ormeaux, c'était de déverrouiller l'Outaouais pour permettre aux fourrures de passer. Il a réussi à le faire, mais ça a duré rien qu'un an. L'année d'après, 1661, les Iroquois tenaient encore l'Outaouais. Donc, c'est clair que les Indiens étaient en train de gagner la guerre contre les Français. Heureusement, Monseigneur de Laval et Pierre Boucher, qui était gouverneur de Trois-Rivières, sont allés en France et ont réussi à convaincre Louis XIV de prendre en charge la colonie et d'envoyer un régiment de soldats, le régiment de Carignan-Salière, qui va arriver, le premier contingent est arrivé en 1662, mais le gros contingent est arrivé en 1665. C'était 1200 hommes, donc des soldats bien entraînés, bien disciplinés, courageux. Les Indiens aussi étaient courageux, ils étaient bien entraînés, mais ils n'étaient pas tellement disciplinés à la guerre. Hein. Dès qu'il y avait un peu de perte, ils renonçaient. Alors, ça a été long, mais assez facile pour les Français d'obtenir un traité de paix avec les Indiens. Mais les Français qui arrivaient étaient pas très habiles dans l'art de la guerre, et finalement, ils s'appuyaient sur des gens comme notamment Charles Lemoine, qui connaissait la méthode des guérillas, de la guérilla indienne, la guerre des bois, et c'est vraiment les gens de Ville-Marie qui ont dirigé les soldats du régiment de Carignan-Salière pendant quelques années, le temps qu'eux autres mêmes s'habituent aux conditions de guerre en Amérique. Mais l'arrivée des soldats a changé le climat moral de Ville-Marie. Hein. Moralité et camp militaire, souvent, ça va pas ensemble. Hein. Je veux dire, un soldat, il faut le payer, mais il faut aussi lui fournir de l'alcool. Alors donc, le climat moral a commencé à décliner un petit peu à Montréal à cause de ça. En 1665, le nouveau gouverneur de Québec, il n'a pas été gouverneur très longtemps, il s'agit de M. de Tracy, il a accordé un congé à Maisonneuve pour que M. de Maisonneuve aille régler les problèmes de sa famille en France. Mais il n'y en avait pas de problème pour sa famille en France. En fait, le congé qui était accordé, c'était un renvoi déguisé. Mais à l'époque, on n'avait pas compris ça. Alors, Monsieur de Maisonneuve est parti en France, il n'est jamais revenu. Comment expliquer le renvoi de Maisonneuve? C'est probablement une question de conflit d'autorité entre Québec et Montréal. Il faut savoir que la Nouvelle-France était sous la responsabilité d'une compagnie qui s'appelait la Compagnie des Sans-Associés. C'était elle qui nommait le gouverneur de la Nouvelle-France. Mais là, il y avait une autre compagnie, hein, la Société Notre-Dame de Montréal, qui nommait un gouverneur pour Montréal. Donc, est-ce que Montréal faisait partie de la même colonie que Québec ou est-ce que c'était deux colonies différentes? Maisonneuve se comportait comme s'il était l'unique maître à bord. Il se voyait pas comme un subordonné du gouverneur de Québec. Le gouverneur de Québec, lui, voulait que le gouverneur de Montréal soit un subordonné du gouverneur de Québec. Alors, c'est probablement ça le fond de l'affaire. Et qui plus est, là, vous avez des hommes très forts à Québec. Monseigneur de Laval, qui a été en pratique le chef de la colonie pendant bien des années, et le fameux intendant Jean Talon. Vous savez, Jean Talon, c'était pas le genre à accepter qu'on ne lui obéisse pas. Alors, Jean Talon est arrivé après le départ de Maisonneuve, mais on peut penser que les relations auraient été très dures entre Jean Talon et Maisonneuve. Alors, il y a un mouvement de centralisation. Parce que maintenant, c'est le roi de France qui est en charge de la colonie. Louis XIV est très centralisateur en France, mais on va être également très centralisateur ici en Nouvelle-France, et on ne veut plus que Montréal ait son autonomie par rapport à Québec. Est-ce qu'il y a eu une question de trafic de fourrure derrière ça? Certains l'ont dit, certains historiens l'ont dit, j'en suis moins sûr, parce que au fond, Maisonneuve n'empêchait pas le commerce des fourrures. Il empêchait la vente d'alcool aux Amérindiens, mais c'était aussi le cas de Monseigneur de Laval et du gouverneur de Québec. Bon, c'est vrai que Jean Talon, lui, il n'a jamais empêché la vente d'alcool aux Indiens. Jean Talon s'est lui-même enrichi beaucoup
dans le commerce des fourrures. Mais je pense que c'est plutôt une question d'autorité politique entre Québec et Montréal qui explique le renvoi de Maisonneuve. Et Maisonneuve va retourner en France, à Paris, va mourir seul, isolé, assez pauvre. Sœur Morin nous dit simplement, en parlant de sa mort, qui est survenue en 1676, c'était un homme de grande oraison. Dans les 5 personnages que je vous ai nommés, vous remarquerez qu'il y en a 3 qui sont en voie de canonisation. Monsieur de Jérôme Leroyer de la Dauversière a été déclaré bienheureux. Jeanne Mance a franchi le stade de vénérable. Marguerite Bourgeois, elle est sainte, elle est canonisée. Monsieur Ollier a eu un procès en béatification au 19e siècle, vers 1868, et ça a échoué. Ça a échoué parce que il y a certaines choses dans ses écrits qui clochaient. Je ne sais pas si on aurait trouvé un peu de jansénisme dans ses écrits, mais c'est pour vous dire que les procès de canonisation au 19e siècle sont pas mal plus sévères que ceux d'aujourd'hui. Hein? Quand il était question de canoniser Jean XXIII, Jean-Paul II ou Mère Teresa, on n'y a pas regardé d'aussi proche que dans le cas de Jean-Jacques Ollier. Pourtant, il y avait un miracle assez spectaculaire, la guérison de Jeanne Mance qui lui était attribuée. Alors bon, sa cause n'a pas encore abouti, peut-être qu'un jour elle aboutira. Pour ce qui est de Maisonneuve, à ma connaissance, on n'a jamais entrepris de procès de béatification pour lui. La raison, c'est probablement qu'il n'a pas laissé assez d'écrits. On ne pourrait pas faire une enquête concluante. C'était un homme très modeste. Il n'a pas écrit ses mémoires. Il y avait une correspondance où il ne parlait jamais de lui. Alors, il est difficile à connaître à cause de ça. Il aurait fallu faire un procès à l'époque, tout de suite après sa mort, interroger les gens qui l'avaient connu. Hein. On a fait ça, par exemple, pour le frère André. Le frère André non plus, il n'y a pas d'écrit, très peu d'écrit. Il savait quasiment pas lire et écrire, le frère André. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a interrogé tout de suite après sa mort tous ceux qui l'avaient connu. Et c'est à partir de ça qu'on a pu faire un procès en béatification, en canonisation. Mais Maisonneuve, malheureusement, il est trop tard. Je pense pas que... Mais moi, je suis persuadé que c'est un saint. Jeanne Mance, elle va mourir en 1673. Marguerite Bourgeois en 1700. Ces deux-là vont essayer de préserver l'esprit des fondateurs de Ville-Marie, l'esprit de l'épopée mystique, comme disait l'écrivain français Georges Goyot. Mais Marguerite Bourgeois savait que ça avait disparu. Elle écrit son autobiographie en 1698 et elle se désole du piètre climat moral qui règne à Montréal. Qu'est-ce qu'elle dirait aujourd'hui? Elle se désole aussi que dans sa propre communauté, la congrégation de Notre-Dame, on est moins austère que dans les débuts. Alors même là, il y avait eu un certain relâchement. Un fait significatif, le nom de Ville-Marie va complètement disparaître des textes après 1700. Et je pense que ça reflète bien la disparition de cet idéal missionnaire, cet idéal chrétien qui avait présidé à la fondation de Ville-Marie. Pour conclure, je vous inviterai à méditer devant la statue de Maisonneuve qui est en face de l'église Notre-Dame sur la place d'Armes à Montréal. C'est une magnifique statue qui a été faite par Louis-Philippe Hébert en 1895 et je pense qu'elle illustre bien l'esprit des fondateurs de Ville-Marie et elle pourrait aussi inspirer l'idéal d'une renaissance catholique et nationale du Québec contemporain. Dans la noble posture d'un chevalier du temps des croisades, Maisonneuve tient le drapeau à fleur de lys d'une main et l'épée de l'autre. Il tourne volontairement le dos au quartier des affaires, Mammon, pour fixer le temple du vrai Dieu. L'église Notre-Dame répond ainsi à l'arrogante tour de la bourse. Vous montez plus haut que moi, mais je viens de plus haut que vous. Vous croyez m'écraser de votre masse et de votre ombre matérielle. La lumière spirituelle que je porte défie toute ombre. Je suis le sommet de l'humanité, vous en êtes le gouffre.
Au pied du monument, nous voyons Charles Lemoine, le fusil en bandoulière, qui tient une serpe et une gerbe de blé, comme un paysan soldat de la Rome antique. Il veut nous montrer que la terre ne ment pas et qu'il faut quitter le virtuel pour revenir au réel. En compagnie de sa chienne Pilote, Lambert Closse guette l'arrivée des Iroquois avec calme et résolution. Il ressemble à un saint moine qui s'apprête à repousser tous les démons de la modernité. Jeanne Mance se penche affectueusement sur un enfant. Ne veut-elle pas combattre la culture de mort, l'avortement? Avec un regard suppliant, l'Amérindien semble attendre les paroles de vérité. Ne représente-t-il pas la jeune génération de Québécois qu'on a privés d'éducation chrétienne? Lionel Groulx écrivait « Sur son socle de la place d'Armes, l'homme des défis victorieux aime plutôt méditer, croyons-nous, le sermon du jésuite Vimont, entendu au premier matin de Ville-Marie, sur la puissance du grain de Sévenay. » Je vous remercie.